Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage. Vous le savez, la promesse elle est contenue dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons avec au sommaire de ce 21 novembre. Les Français appelés à travailler 7 heures de plus gratuitement, c'est ce que les sénateurs ont voté hier soir pour renflouer les comptes de la sécurité sociale, contribution de solidarité qui provoque la colère des élus de gauche. Je pense que c'est un scandale de demander aux gens d'avoir du travail gratuit quand depuis 3 ans, les salariés ont déjà largement payé puisque le salaire réel baisse depuis 3 ans. Faudra-t-il travailler plus pour gagner autant? Combien la journée de solidarité mise en place en 2003 a-t-elle rapporté en 20 ans? La France travaille-t-elle, j'y arrive, moins que ses voisins européens? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est la cascade de plans sociaux que l'on va décortiquer. 200 fermetures d'usines et redressements judiciaires recensés. Aucune région épargnée. Était-ce prévisible? La concurrence chinoise souvent invoquée par les entreprises concernées est-elle la seule explication? Comment la France et l'Europe peuvent-elles mieux défendre leur industrie? On répond à toutes ces questions, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, cette mesure choc votée par le Sénat, travailler 7 heures de plus par an sans être payé. Nicolas Dandry. Travailler plus en solidarité avec les seniors, le sujet des discussions houleuses au Sénat lors de l'examen du budget de la sécurité sociale. La majorité sénatoriale propose d'ajouter 7 nouvelles heures supplémentaires de solidarité par an. En clair, cette mesure porterait la durée de travail solidaire à 14 heures, soit une deuxième journée de solidarité. Dans le rapport Vachey, déjà, il y a cette évocation d'un jour travaillé pour la solidarité. Dans le dernier rapport qui a été présenté sur la situation des EHPAD en France par mes collègues, il y a aussi dans les préconisations la mise en place d'une journée de solidarité. Si on ramène au jour, c'est 2 minutes par jour. Est-ce que 2 minutes par jour, par solidarité, on n'est pas capable de faire cet effort-là et sans parler de dogmatisme? Cette nouvelle contribution s'ajouterait à la journée de solidarité instaurée en 2004, une mesure qui permettrait de compléter à hauteur de 2,5 milliards d'euros le financement de la politique d'autonomie à destination des seniors. À gauche, cette proposition de la droite et du centre est perçue comme une provocation. Tant qu'on y est, et compte tenu des difficultés que nous avons pour nos comptes sociaux, mais moi je vous propose qu'on revienne, qu'on supprime les 35 heures, qu'on revienne, qu'on enlève une semaine de congés payés, qu'on revienne aux 48 heures, que ben oui, applaudissez, voilà. Eh bien, les partenaires sociaux ce soir vont être ravis d'apprendre d'abord que tous les salariés vont devoir travailler 7 heures de plus pour de la solidarité par an, oui, pour un jour de plus par an, c'est-à-dire un jour férié de moins. Mais continuez à ce rythme-là, il n'y en aura plus beaucoup. Un sous-amendement a même été proposé par Michel Canévet pour aller plus loin. Le sénateur du Finistère voulait porter à 25 le nombre d'heures de solidarité par an, une proposition rejetée. En revanche, les 7 heures supplémentaires ont été adoptées par le Sénat, et ce malgré l'avis défavorable du gouvernement. Et si on veut que le travail paye notre système de protection sociale à la fois par les travailleurs et par les employeurs, alors la question du temps de travail, mais n'est pas un tabou et doit être posée. Le gouvernement envisagerait d'inscrire le temps de travail dans un débat plus global, au-delà des débats budgétaires. Et ça pose une question plus générale, les Français doivent-ils travailler plus? On vient de vous entendre dans le sujet, Monique Lubin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice socialiste des Landes, membre de la Commission des Affaires sociales. Éric Delannoy, bonsoir et bienvenue, économiste. Bonsoir. Et président fondateur de Tenzing Conseil. Sandra Wabian, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie, directrice générale du CREDOC. Et vous publiez La Mosaïque française, comment refaire société aujourd'hui. C'est aux éditions Flammarion. Sophie Dravinel, bonsoir Sophie. Bonsoir Thomas. Bienvenue, merci. Éditorialiste politique. On vous a entendu dans notre reportage d'ouverture, Monique Lubin. Mais en détail, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous êtes opposée à cette idée. Écoutez, nous nous sommes retrouvés presque subitement, j'ai envie de dire, devant un trou budgétaire abyssal que, soi-disant, personne n'avait vu venir. Quand on réfléchit un petit peu rapidement,
et qu'on fait le total de tous les cadeaux fiscaux, de toutes les baisses de rentrées budgétaires organisées par le précédent gouvernement depuis 2017, on voit bien quand même d'où vient une partie de cette espèce de trou abyssal devant lequel on se retrouve. Ça veut dire quoi? Enfin, la taxe d'habitation, il ne fallait pas la supprimer, etc. C'est la flat tax, c'est la taxe d'habitation, c'est la fin de l'impôt sur les grandes fortunes, et puis je ne vais pas tous les lister, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc on a quand même... Enfin, cette situation dans laquelle on se trouve, elle était quand même largement prévisible. Et lors de l'examen de cette loi de finances de la sécurité sociale, nous faisons un certain nombre de propositions pour revenir sur certaines taxations, pour revenir sur une meilleure solidarité. Mais sur le principe, parce qu'on va vraiment débattre du principe de travailler plus dans ce pays. Mais on ne demande finalement qu'aux salariés de faire des efforts. Et aujourd'hui, quand même, des millions de salariés dans ce pays travaillent pour un salaire qui est au-dessous du salaire médian, on va leur demander de travailler gratuitement. Parce que vous disiez tout à l'heure, travailler pour gagner autant. Non, c'est travailler pour gagner moins. Parce qu'on travaille un jour de plus qui ne sera pas payé. Bon. Pour moi, c'est travailler, c'est gagner moins. On a 3/4 d'heure pour détailler tout ça. Éric Delannoy, est-ce qu'on a d'autres choix que de travailler plus dans ce pays ? Oui, on peut toujours dire qu'on a d'autres choix. C'est-à-dire qu'en gros, on peut se dire que miraculeusement, de toute façon, les poches sont pleines et qu'on a bien vu que le quoi qu'il en coûte permettait d'augmenter la dette indéfiniment. Et donc, on peut se dire qu'on ne va pas créer de la valeur et on va en distribuer toujours plus. On peut toujours se dire ça, parce que de toute façon, ce sont que des mathématiques, ce sont des jeux comptables. Au final, ce sont les investisseurs étrangers qui décideront. Bon, après, on voit où on en est. Maintenant, moi, je pense que quand on regarde les États voisins, quand on regarde la situation telle qu'elle est, objectivement, la France travaille moins. Elle travaille moins à 2 titres. En temps complet, elle travaille moins. En temps partiel, il y a moins de temps partiel. Donc forcément, du coup, ça nous remonte un petit peu dans les critères. Et en durée de travail, on travaille moins, avec un taux d'emploi des seniors qui, par ailleurs, est plus faible. Il faut quand même aussi noter qu'on travaille moins aussi parce qu'on a 2 fois plus d'absentéisme qu'en Allemagne. 2 fois plus. 2 fois plus d'absentéisme qu'en Allemagne. Donc on a quand même à la fois des sujets structurels qui sont facilement identifiables en termes de quantité. Ce qu'il faut après, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de qualité. L'absentéisme, il faut savoir quelle est la part du mal-travail dans l'absentéisme, de la part du reste. On en parlera tout à l'heure, c'est un thème vraiment important. C'est un terme très important. Oui. Mais néanmoins, le fait est que tous les chiffres nous montrent que nous travaillons moins en France qu'ailleurs. C'est indéniable. Donc forcément, si on travaille moins, on crée moins de valeur, parce que ce sont quand même les gens qui travaillent. Si on crée moins de valeur, on a moins de recettes fiscales. Si on a moins de recettes fiscales, on a plus de déficit. Bon, donc même si ce n'est pas la panacée, cette mesure, sur le principe, vous y êtes favorable? J'y suis favorable. Alors j'y suis doublement favorable. J'y suis favorable parce qu'effectivement, on est dans le principe de travailler plus, et j'y suis favorable parce qu'on est dans le principe de la solidarité. C'est un autre point très important. Ça, évidemment, ça sera aussi un objet de débat. Sandra Wabian, moi, en entendant hier soir, en découvrant ce vote au Sénat, j'ai tout de suite fait le lien avec le débat sur la réforme des retraites. Parce qu'évidemment, on demande aux Français de travailler. Alors là, c'est autre chose. Hein, c'est 2 années de plus sur une vie. Tiens, d'ailleurs, est-ce que dans vos études, vous voyez les Français ayant en quelque sorte digéré cette réforme des retraites, ou alors toujours aussi remontée, toujours aussi difficile à accepter? Non, la population est toujours assez remontée finalement contre la réforme des retraites, et c'est pas simplement pour des questions idéologiques, c'est aussi parce que on le voit, il y a une augmentation par exemple des arrêts maladie de longue durée qui sont liés en fait à des maladies chroniques et qui sont liés notamment au vieillissement. Et évidemment, plus on travaille longtemps dans la vie, et plus on est enclin à avoir des arrêts maladie. Et d'ailleurs, on a 68% des Français qui disent qu'ils craignent de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de leur vie professionnelle, parce qu'ils sont inquiets en fait de ne pas réussir à faire face à la fois aux risques psychosociaux, donc aux difficultés psychiques par rapport à des managements qui peuvent être délétères, mais aussi aux risques physiques, parce qu'on l'oublie, mais en fait, en termes de pénibilité, le travail a plutôt eu tendance à devenir plus pénible avec le temps. Pour vous donner un exemple, on a 40% aujourd'hui des salariés qui déclarent qu'ils
portent des charges lourdes, c'était 22% dans les années 80. Donc en fait, on ne le voit pas forcément, mais on a toujours un travail qui est pénible, même physiquement. Et donc ça veut dire que c'est 7 heures de plus par an, ça vient se rajouter à ce sentiment, c'est ça, d'une certaine façon. Et donc, du coup, on a 70% des Français qui sont plutôt défavorables à ce type de mesures. Et ce qu'on peut peut-être rajouter par rapport au type de financement, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'argent magique, mais il s'agit aussi de savoir qui va payer. Or, aujourd'hui, la protection sociale, elle est beaucoup assise sur le salaire, sur le travail, mais il y a toute une partie de la population qui ne travaille pas. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas taxer aussi les dividendes, les retraités Voilà, donc finalement, est-ce que ce sont les salariés qui doivent supporter finalement cette solidarité seuls? Alors, si on se compare au reste de l'Europe, on va regarder le temps de travail annuel. En 2023, la France, c'est 1664 heures, temps de travail annuel, on est bien d'accord. Dans l'Union européenne, on est beaucoup plus haut, c'est 1792 heures. Alors évidemment, quand on voit ça, Monique Lebin, on se dit... On a de la marge, 7 heures de plus dans l'année, on peut se les rajouter sans difficulté. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que finalement, on voit bien qu'avec Éric Delannoy, vous êtes sur deux presque philosophies un peu différentes. Qu'est-ce que vous répondez au discours? C'est-à-dire, mais attention, si on ne travaille pas plus, la France décroche, la France perd des parts de marché, la France va finir par économiquement en souffrir. Je réponds que c'est un vieux débat et qui génère un certain nombre de fantasmes. On fait toujours des comparaisons, on compare des choses sans jamais comparer des systèmes entiers. Donc c'est quand même un peu compliqué pour le citoyen lambda de s'y retrouver. Puis, je pense qu'il faut aussi parler en termes de productivité. Hier soir, on m'a asséné dans l'hémicycle le fait que nous serions moins productifs, mais quand on regarde, la productivité des travailleurs français a quelque peu baissé, mais on est quand même au 6e rang en Europe, ce qui me fait dire que nous ne sommes pas si mauvais que ça. Voilà. Et puis, je suis d'accord sur le fait qu'on pourrait avoir un débat sur le temps de travail. Mais le temps de travail global. Pourquoi est-ce qu'en France, on continue à mettre des gens dehors dès lors qu'ils ont passé la cinquantaine? Pourquoi est-ce que, dès lors qu'ils ont perdu leur emploi, on n'accepte plus de les embaucher et de les payer au niveau où ils devraient être payés? Quand on me parle de temps de travail, c'est de ça que je veux qu'on parle. Pourquoi on inflige toujours, notamment aux femmes, du temps partiel subi? Je veux bien qu'on travaille sur ces sujets-là, mais par contre, culpabiliser les salariés, en leur disant, aujourd'hui, vous voyez, les choses ne vont pas bien, vous devez être solidaires, c'est sur vous que ça repose, et donc vous devez faire cadeau d'un jour de travail. Mais si, c'est ça, je trouve cela mais totalement inadmissible. Allez-y, Éric Delannoy veut réagir, mais d'abord Sophie Drahi. Oui, parce que ce qui me semblait intéressant peut-être entre vos deux positions, c'était de s'interroger aussi sur la qualité du travail. Et c'est-à-dire que sur non seulement le temps du travail, mais la qualité du temps passé au travail. Mais alors ça, Sophie, moi je vais vous interrompre parce qu'on a tout un chapitre sur les arrêts maladie. Exactement. Et donc ça va vraiment faire l'objet d'un bon gros quart d'heure dans cette émission. Donc on y reviendra. C'est très très mal poli ce que je viens de faire. Non, mais vous avez tout à fait raison. Couper tout de suite le débat et pas lancer les autres invités sur cet thème. On y reviendra. Et je vous donnerai la parole pour que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Et alors, voilà, je reprends la main pour proposer à Éric Delannoy de réagir à ce que venait de nous dire la sénatrice. Moi, je suis parfaitement d'accord avec le fait que c'est vraiment dommage qu'on pose ces questions-là dans le cadre d'un plan budgétaire. Un peu dans l'urgence, comme ça. Un peu dans l'urgence, comme ça a été le cas sur les privatisations. Oui. C'est insupportable d'imaginer qu'en 3 semaines, dans un débat au Sénat, on va résoudre les problèmes de la France au travail. Oui. C'est un vrai problème. Donc je suis d'accord pour dire, et ça c'est la réaction de M. Saint-Martin, c'est que ça pose la question du temps de travail, c'est pour ça que le gouvernement le refuse. Donc maintenant, il faut trouver des solutions. Là où je trouve que c'est plutôt équilibré, c'est qu'on parle de 7 heures. On ne parle pas d'une refonte du temps de travail. On parle de 7 heures qui représentent... Alors, je ne vais pas aller sur les 2 minutes, parce que les 2 minutes, c'est... En plus, il y a un fantasme de l'implémentation. Donc, ça veut dire quoi, ça? Un fantasme de... Il suffit de travailler 2 minutes par jour, donc ça ne se voit pas, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des vrais sujets de mise en œuvre. Ça, c'est très clair. C'est pas si facile à mettre en œuvre, 7 heures de plus par an. Mais c'est quand même 0,4% du temps de travail annuel à peine, quoi. Dans tous les cas, c'est extrêmement faible. Quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, avec l'accord des salariés, accorde 1 jour par mois à des salariés pour faire autre chose que de travailler dans une journée de solidarité pour les associations. Et là, il n'y a pas de problème pour les salariés de le faire, puisque c'est sur le temps de travail. Mais je ne vois pas pourquoi, 1 jour par an,
sur le fait qu'ils payent eux, dans un cadre de solidarité, on ne leur demanderait pas. Ce n'est pas la lune. Et quand on dit que ce sont seulement eux à qui demandent des efforts, c'est pas vrai. Les cotisations vont augmenter pour les entreprises. Pour les entreprises. Et là où je suis d'accord avec madame, c'est qu'on renonce aujourd'hui à repousser la revalorisation des retraites. Et là, on aurait matière à pouvoir gagner de l'argent. Il n'est pas normal que les grosses retraites ne participent pas à cet effort budgétaire. Ce n'est pas normal. Effectivement, ceux qui ne travaillent pas doivent aussi participer à cet effort. Bon, vous vous retrouvez dans le fait que l'effort soit un peu plus... Chacun doit prendre sa part. Que l'effort soit un peu plus partagé. Je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, si on prend une journée dans une année, 7 heures dans une année, mais oui, bien sûr, tout le monde va dire mais qu'est-ce que c'est, enfin, mais voyons. Mais c'est philosophiquement que ça pose un problème. C'est philosophiquement. C'est-à-dire que les salariés ont la parfaite perception que ce n'est qu'à eux que s'adressent les efforts que l'on demande. Parce que d'accord, on va augmenter à nouveau un petit peu un certain nombre de cotisations, mais on sera loin, très loin de ce que l'on a enlevé depuis 2017. Et je persiste à dire que la situation dans laquelle est-ce qu'on peut s'en passer? Pardon de nous interrompre. Ça pourrait rapporter, excusez-moi, ça pourrait rapporter 2,5 milliards par an. Est-ce qu'on peut s'en passer, là, vu l'état des finances publiques et des finances de la sécurité sociale? Je sais bien que vous nous dites l'argument, c'est ça fait des années qu'on aurait dû s'en occuper. On ne peut peut-être pas se passer de 2,5 milliards par an, mais on les prend ailleurs. Je suis désolée, moi je refuse que l'on continue à martyriser les salariés. Oui, martyriser, le mot est un peu fort. D'accord, allez. Merci. Mais à les maltraiter quand même un petit peu. Parce que on leur a infligé 2 années de travail supplémentaire. On leur dit maintenant, et c'est toujours pour les mêmes raisons, pour équilibrer les comptes sociaux. Enfin, bon, on ne va pas parler des retraites maintenant, je suis intarissable sur le sujet. Et à l'époque, on n'était pas dans la même situation. Mais c'est toujours la même chose, c'est toujours aux salariés. Dans ce pays, il y a des millions de salariés qui travaillent pour des salaires faibles, modestes, et qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas toujours forcément agréables. Est-ce qu'on demande à ces personnes-là d'en faire encore plus et pour gagner moins? Moi, je suis une élue, je fais de la politique. Et je me suis engagée pour un certain nombre de sujets. Donc, sur ce sujet-là, je continuerai à ne pas être d'accord et à me battre pour ce en quoi je crois. Oui, alors la question du montant, enfin du salaire et même du salaire réel, c'est l'un des arguments employés par François Ruffin ce matin sur France Info pour fustiger cette mesure votée par les sénateurs de droite et centristes hier soir. On écoute. Je pense que c'est un scandale. Je pense que c'est un scandale de demander aux gens d'avoir du travail gratuit quand, depuis 3 ans, les salariés ont déjà largement payé puisque le salaire réel baisse depuis 3 ans. Et pour qui il a le plus baissé, ce salaire réel? C'est montré par l'INSEE. Il a le plus baissé pour les travailleurs de la 2e ligne, pour les caristes, les manutentionnaires, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, les travailleurs du bâtiment. Et c'est à eux qu'on vient dire que, parce que Bruno Le Maire a été le pire économiste de France, qu'il a creusé le déficit tous azimuts, c'est à eux qu'on vient dire qu'ils vont devoir payer. Bon, je ne vais pas vous demander si Bruno Le Maire est le pire économiste de France, parce que ça pourrait faire un débat en soi, hein, mais sur le salaire réel, je veux bien vous entendre, Sandra Wabian, c'est quoi? C'est celui qui tient compte de l'inflation, c'est ça? Il a effectivement baissé depuis 3 ans? Oui, effectivement, les 2 dernières années, il y a eu une baisse de pouvoir d'achat d'1 point, donc c'est assez conséquent. Et en fait, notamment pour certains publics qui ont des petits salaires et donc qui dépensent tout, en fait, en gros, l'inflation est venue vraiment complexifier leur budget. Et donc, on a un pouvoir d'achat en baisse. Il faut quand même rappeler que, par exemple, les prix de l'énergie ont baissé certes de 2% cette année, mais ils avaient augmenté de 41% sur 4 ans. Les prix de l'alimentation aussi ont énormément augmenté. Donc les salaires ont augmenté, mais ils n'ont pas augmenté aussi vite que les prix de vente. Et donc le pouvoir d'achat des ménages a plutôt baissé, et il a plutôt baissé notamment pour des ménages les plus en difficulté. Alors cette contribution-là de solidarité, évidemment, elle nous rappelle quelques souvenirs. Sophie, la journée de solidarité, ça nous ramène 2 décennies en arrière. Vous allez nous raconter un peu cette histoire. C'est un peu 20 ans de confusion, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous souvenez, on se souvient tous de cet été de la canicule de 2003. Un été
été évidemment impressionnant. Un pic de chaleur avait causé le décès, direct ou indirect, de 15 000 personnes, essentiellement âgées et isolées. Et cet événement avait servi un peu de sorte de premier lanceur d'alerte en faveur, événement dramatique, en faveur des personnes âgées, des seniors donc. Un jour par an, le lundi de Pentecôte en mai avait été posé dès 2004 comme journée de solidarité avec un principe, les salariés travaillent gratuitement 7 heures et l'argent récolté va aux personnes âgées. C'était un peu travailler plus pour que d'autres se portent mieux. Oui, et alors si on se souvient, la date déjà avait été assez compliquée à trouver. Eh bien oui, il y avait eu des débats, mais finalement le lundi de Pentecôte a eu le mérite de tomber systématiquement un lundi, donc en semaine, contrairement évidemment au 8 mai par exemple, qui avait été un temps envisagé. Et il avait aussi le mérite de ne pas froisser les catholiques, puisque la Pentecôte c'est une fête catholique, mais en réalité elle tombe le dimanche. Bon, donc ça cochait quelques cases, on se dit ça va être simple, ça va bien fonctionner, mais rapidement c'est devenu un casse-tête. Absolument. Ça a commencé d'ailleurs par des grognes des commerçants en particulier. Et à cause de cette grogne, il y avait une marge de liberté qui avait été accordée, laissée aux entreprises, aux administrations, dans le choix du jour travaillé. On a pointé le fait que cette journée de solidarité fait parfois porter le poids aux entreprises, avec des inégalités de traitement aussi entre celles qui font travailler ce lundi de Pentecôte, celles qui vont l'offrir comme RTT supplémentaire par exemple. Dans les écoles aussi, c'était le bazar entre celles qui convient les élèves et celles qui les laissent à la charge des parents. Et donc évidemment pour les parents en l'occurrence, pas très simple. En réalité, dès avant le lancement de cette journée de solidarité, les dés s'étaient quelque peu embrouillés. Et alors quelques années après, le gouvernement change de braquet. Comment ? Absolument, mais en fait la Pentecôte est redevenue plus ou moins, en fait plutôt plus que moins, un jour férié, mais la journée de solidarité s'est poursuivie à la carte. La SNCF, par exemple, liste cette journée et demande à ses salariés de travailler 1 minute 52 secondes de plus par jour. Des polémiques naissent aussi au fil des années sur la destination de l'argent récolté pour les personnes âgées ou bien globalement pour combler les trous de notre chère sécurité sociale, un peu des deux en réalité, mais les recettes ne sont pas négligeables. Selon la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, eh bien, elle s'élève à 3,4 milliards d'euros pour 2024. Oui, c'est quand même une somme importante. Sandra Wabian, je reviens avec vous. Est-ce qu'il y a eu des études sur la perception de cette journée de solidarité par les Français ? Parce qu'on pourrait se dire, je suis fier de travailler pour... moi, je me souviens des réactions dans la foulée de la canicule de 2003, le choc que ça a représenté pour la société française. Quand on se comparait, par exemple, à l'Italie, qui s'était beaucoup mieux occupée des personnes âgées, voilà, qui avait un lien social, un lien familial qui fonctionnait beaucoup mieux que le nôtre, on se disait, oui, pourquoi pas travailler une journée de plus. Bon, finalement, avec 20 ans de recul, qu'est-ce que ça donne ? En fait, c'est rentré un peu dans les mœurs. Oui. Les gens, finalement, l'ont accepté. Mais là, on est dans une période un petit peu atypique. Donc, juste après la réforme des retraites, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, donc, un peu de crispation aujourd'hui. Mais sur l'ancienne, sur la première journée de solidarité, elle est rentrée dans les habitudes. La question... c'est pas tellement est-ce qu'on veut être solidaire, parce que quand vous posez la question aux gens, forcément... Tout le monde va répondre oui. Oui. La question, c'est est-ce que tout le monde est solidaire ? Voilà. Est-ce que finalement l'effort est bien partagé ? Et en général, les Français demandent à ce qu'il y ait notamment un partage et un peu plus d'efforts de ceux qui le peuvent plus, donc les plus aisés et également les plus grosses entreprises. Voilà, donc ça, et d'ailleurs, on a bien vu que sur les mesures qui avaient été proposées, qui portaient vraiment sur les ménages les plus aisés, il n'y a pas eu de tollé dans la population française. Il y a plutôt un consensus, en fait, sur ces questions. Ouais. Sur cette question de la solidarité, effectivement, et sur la répartition de la charge, en quelque sorte, de la solidarité, Éric Delannoy, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que ce soit un peu plus équilibré, sans créer une énième usine à gaz à la française ? Moi, je pense que la solidarité, c'est bien quand ce sont les autres qui la montrent. Quand même, comme toujours en fait. C'est-à-dire on veut bien être solidaire, mais si c'est l'autre qui le fait. Donc, et on le voit bien, 0,4%, 7 heures de plus, ça veut dire, si on ne veut pas toucher à ça, ça veut dire ne rien bouger. Moi, je voudrais par rapport à ça réagir à ce que vient de dire François Ruffin, dont j'estime vraiment les travaux sur le mal-travail. Oui. Objectivement, ce ne sont pas les opérateurs de deuxième ligne qui ont subi le plus les pertes de pouvoir d'achat. Eux, ils sont au SMIC. Le SMIC a été revalorisé avec l'inflation. Donc oui, à la marge, il y a des pertes, mais c'est les classes moyennes qui ont payé l'inflation. Ce sont plutôt les classes moyennes. Donc il y a des fantasmes autour de ça. Quand on dit il y a eu des cadeaux qui ont été faits, mais en fait, de quels cadeaux on parle ? Est-ce qu'on parle des cadeaux aux Gilets jaunes ? Est-ce qu'on parle des cadeaux du Grenelle de la santé ? Est-ce qu'on parle des cadeaux, je pourrais les citer, revalorisation du SMIC, la taxe d'habitation qui a profité aux classes moyennes, le
soutien durant le Covid, le bouclier tarifaire, 85 milliards. La perte de pouvoir d'achat aurait été bien plus importante si on n'avait pas accumulé ces déficits budgétaires. Et donc, que de dire, on essaie de les rattraper avec des mesures comme celle-là, même en les intégrant ces mesures-là, ils gagneront toujours plus que ce qu'ils auraient perdu s'il n'y avait pas eu les mesures de soutien qui ont eu lieu. Donc, vous nous dites, finalement, cette classe moyenne qui a bénéficié d'un certain nombre de mesures, on peut lui demander un effort de solidarité aujourd'hui. Mais bien sûr, et c'est de la solidarité. Alors, bien évidemment, j'accompagne ça du fait qu'il faut regarder les autres acteurs. Ça revient à ce que vous dites. À la question que je posais. Eh bien, évidemment, je suis moi totalement opposé à ce qu'on revalorise les retraites des retraités qui gagnent plus d'argent. Ce n'est pas possible, ça. Enfin, je veux dire, il y a des efforts qui peuvent être faits avec des gens qui ont un patrimoine plus important que les autres, et je ne parle pas des petites retraites. De la même manière, pourquoi je ne toucherai pas à la flat tax ou autre ? Il faut savoir que la flat tax, elle a rapporté à l'État. L'assiette, ça a été baissé, mais l'assiette a été augmentée, ça a été bénéficiaire pour l'État. Donc arrêtons de dire que la flat tax, c'est un cadeau qu'on a fait aux entreprises ou qu'on a fait aux dirigeants. Ce n'est pas vrai. Et là où il faut effectivement travailler, c'est la dernière mesure, travailler sur la répartition de la valeur. Effectivement, dans les entreprises, on a une répartition de la valeur qui mériterait d'être améliorée sur les conditions de travail, sur la répartition de la valeur avec les collaborateurs et la répartition de la valeur avec la société, le dividende sociétal. Monique. Je partage la dernière phrase. Par contre, quand je parle de cadeaux, je ne parle pas des cadeaux dont vous avez parlé à l'instant, parce qu'effectivement, au moment du Covid, nous avons eu une espèce de parachute social et qui nous a permis de ne pas sombrer. On n'en parle pas beaucoup. Je vous en parle, vous voyez. Et donc, effectivement, mais c'est aujourd'hui ce qui pose problème à de multiples entreprises qui doivent rembourser. Moi, je ne parlais pas de ces cadeaux-là. Je parlais de ces 500 milliards d'euros qui manquent depuis 2017. Quand on cumule tous les cadeaux, et je maintiens fiscaux, c'est pas un chiffre que j'ai inventé, je fréquente aussi quelques économistes, voilà, et donc et qui génèrent aujourd'hui. Les cadeaux à qui ? Mais je l'ai dit tout à l'heure, aux entreprises, aux grandes entreprises, parce que quand on dit les entreprises, ça va du petit artisan. Je suis chef d'entreprise, j'ai pas eu de cadeau moi. Aux grandes entreprises, aux plus aisés de ce pays. Enfin bon, je crois, voilà, tout ça est établi. Je n'invente rien, et donc c'est ce qui entraîne aujourd'hui une partie de cette situation budgétaire dans laquelle nous nous trouvons. Et je continue à dire qu'on ne peut pas demander uniquement aux salariés d'être solidaires. Je continue à dire que dans ce pays, grand nombre de salariés gagnent peu. Et vous parliez des classes moyennes qui y ont perdu, oui, mais moi je voudrais qu'on précise ce que sont les classes moyennes. Effectivement, les salariés au SMIC ont vu le SMIC à chaque fois indexé, donc j'ai envie de dire pas de souci. Et ceux qui sont juste au-dessus. Moi, je connais beaucoup de salariés qui sont autour de 2 000 € par mois, qui n'ont pas eu d'augmentation, ou très peu d'augmentation, notamment ceux qui travaillent dans les PME, PMI. Et c'est encore à eux qu'on va demander, ceux qui n'ont pas d'intéressement, de participation, de toutes ces choses-là. Les salariés, tout dépend de l'endroit où l'on est salarié. Lorsque vous évoquiez tout à l'heure la mise en place de la journée de solidarité il y a 20 ans, vous voyez, une grande injustice là aussi. Ceux qui travaillent dans certaines entreprises, dans certains grands groupes, ne voient pas la couleur de cette journée-là, n'ont rien perdu, parce que c'est on leur a donné une RTT à la place. Bien évidemment. C'est l'entreprise qui porte. Bien sûr, c'est l'entreprise qui porte. Donc tout ça, c'est quand même de l'hypocrisie. Ou alors on peut retourner la roue en disant que ça peut être intéressant aussi de temps en temps d'être salarié d'une grande entreprise. C'est évident. Mais je t'intéresse ça quand même un tout petit peu, même si je peux être assez d'accord sur certains points, mais quand même, dans ces salariés qui sont au-dessus du SMIC et qui ne sont pas sur 2 ou 3 fois le SMIC, il y a les profs. Les profs ont une revalorisation salariale qui rentre dans ce déficit budgétaire. Il y a les aides-soignants, il y a les opérateurs de santé, il y a eu le Grenelle de la santé qui a permis pour la première fois de revaloriser. Franchement. Les profs ont eu pendant très longtemps aucune augmentation. Ah oui, non, mais attends, j'ai pas dit que c'était pas. Attendez, ce que je suis en train de dire, c'est qu'une des actions d'Emmanuel Macron pendant 7 ans a été de revaloriser des gens qu'on a maltraités pendant 40 ans.
les profs, 2,5 fois le SMIC en 1980, 1,3 fois le SMIC avant la revalorisation, et les personnels de santé qui ont été tous maltraités. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on a maltraité pendant 40 ans. Il y a des gouvernements qui les ont effectivement particulièrement maltraités. Certains que vous avez soutenus. Globalement, non, oui, enfin... Vous savez, j'ai mon frère qui est infirmier, il était très content du Grenelle de la santé. Qui a supprimé des milliers de postes d'enseignants? Je crois bien que c'était M. Sarkozy. Qui a supprimé les IUFM? Je crois bien que c'était M. Sarkozy. Demandez-leur aujourd'hui, non. Et quant aux enseignants, vous qui aimez, quand je dis vous, les économistes, vous qui aimez particulièrement les comparaisons, eh bien, comparons les salaires des enseignants avec ceux des enseignants en Europe. Je vous assure que vous allez pleurer très rapidement. Oui, il y a encore un rattrapage à faire. Alors là, on parle de 7 heures de travail supplémentaires par an. Ça pourrait être beaucoup plus. Écoutez, le sénateur Union centriste du Finistère, alors lui, il propose 18 heures de travail supplémentaire pour la prise en charge du grand âge. On écoute Michel Canévet. Et je crois que la proposition qui vient d'être formulée par la rapporteure générale, elle est intéressante, mais elle ne me semble pas suffisante, en particulier pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes affrontés. Et donc, je pense qu'il faut que l'on aille plus loin. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Si l'on veut vraiment apporter les moyens qui permettent cette prise en charge que tout le monde attend. Et donc, la proposition d'amendement que je porte ici est une proposition qui vise à apporter des réponses non seulement pour l'année qui vient, mais également pour les 2 ou 3 années qui vont survenir. Et donc, je propose de porter le temps de travail à 1625 heures au lieu de 1607 heures aujourd'hui. Et je vous assure que ça ne suffira pas. Il faudra donc apporter d'autres réponses encore. Bon, Monique Lubin, évidemment, dans l'hémicycle, ça vous a fait beaucoup réagir. Après, il y a une question qui est intéressante, c'est que, alors, c'est la majorité de droite et du centre du Sénat qui porte cette réforme, mais on sort d'une période où il y a eu des élections européennes et législatives, et donc il y a une question de légitimité à porter cette réforme. Quelle est votre réaction à ça? Je n'ai pas pu hier soir le rajouter parce que notre temps de parole est quand même quantifié, donc on ne peut pas prendre la parole n'importe quand. Mais justement, ce qui s'est passé hier soir pose un gros problème démocratique. Bon, d'abord, je trouve tout à fait inadmissible qu'on nous sorte cette réforme, qui est quand même une réforme, ce rajout de temps de travail, au détour d'un PLFSS à minuit, voilà, ça c'est absolument illégitime. Donc, et c'est pour loi de financement de la sécurité sociale. Et c'est pour ça que le ministre au banc a dit qu'il n'était pas d'accord sur la forme. Par contre, sur le fond, il est d'accord. Ouais. Bon, donc c'est une autre question. Pourquoi vous dites atteinte à la démocratie? Mais parce que c'est un débat de fond que l'on doit aborder, si on doit l'aborder, sur une loi, une proposition, un projet de loi, une proposition de loi de modification du temps de travail. D'accord. On n'est pas là, quand on vote le budget de la sécurité sociale, on n'est pas là pour ajouter du temps de travail aux gens. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand même, aujourd'hui, les LR façonnent ce gouvernement. Ils ont été les grands perdants. Ils ont été les grands perdants de l'élection législative. C'est un peu comme s'ils avaient gagné au loto. Ils ont perdu l'élection législative et ils se retrouvent à gouverner. Oui, alors là, et donc, on va revenir à un débat sur pourquoi la gauche n'a pas permis à un Bernard Cazeneuve de devenir Premier ministre. Mais bon, oui, bah si, bon, c'est quand même un débat. Mais c'est ça, on pourrait débattre là-dessus. Ben oui, moi, je pense que jamais Emmanuel Macron n'a eu l'intention de nommer Bernard Cazeneuve. Bon, voilà, tout ça, non mais bon. Donc, aujourd'hui, il se retrouve en situation de gouverner. Et compte tenu quand même de ce qu'ont été ces élections, des résultats, mais aussi de la mobilisation, je pense qu'ils devraient être un peu mesurés. Or, ils veulent appliquer un programme qui est le leur depuis toujours, mais qui ne correspond absolument pas à ce qu'attendent les Français. Parce que quand même, je rappelle qu'entre ceux qui ont voté pour le nouveau Front populaire et ceux qui, malheureusement, c'est mon opinion, ont voté pour le Rassemblement national, ils ne pèsent quasiment pour rien. Alors, justement, ce décalage, Sandra Ouabian, entre pas seulement cette proposition, mais les mesures qui sont portées par ce gouvernement fragile depuis quelques semaines et le résultat des élections européennes. Cette distorsion, comment vous l'analysez, comment vous l'abordez?
Il y a eu un peu d'attentisme par rapport à la mise en place du gouvernement Barnier. Donc déjà, il y a eu beaucoup de temps qui est passé. Mais une fois qu'il a été mis en place, je dirais qu'il y a eu quand même... Un peu de soulagement. Enfin, il y a un Premier ministre. De se dire, il va y avoir un gouvernement, laissons-leur leur chance, en fait. Donc, on peut se dire quand même que par rapport aux élections, les Français ont été assez conciliants, puisque, comme vous le disiez, le gouvernement ne reflète pas complètement, et c'est un peu un euphémisme, les résultats des élections. Donc on a plutôt une population qui essaye de faire bonne figure. Maintenant, c'est sûr que s'il y a des mesures de manière répétée qui viennent entrer en conflit avec les attentes de la population, et notamment les questions de pouvoir d'achat, les questions de travail, les questions de logement, de santé, on risque d'avoir des tensions qui se multiplient. Alors, vous vouliez les uns et les autres, et vous aviez raison, qu'on parle longuement de la question de la qualité du travail. On y vient tout de suite, et je propose à Fanny Veil de nous rejoindre sur ce plateau, puisqu'on va parler des arrêts maladie. Bonsoir Fanny, bienvenue à vous. Bonsoir, puisque pour réduire les dépenses de la Sécu, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit de lutter plus sévèrement contre la fraude aux arrêts maladie. Et oui, le Sénat, qui discute en ce moment de ce fameux PLFSS, a adopté plusieurs amendements en ce sens depuis hier. Au programme, un renforcement des sanctions contre les faux arrêts de travail. Alors comment ? En permettant à la Sécurité sociale de transmettre aux employeurs les conclusions de ces enquêtes et contrôle des salariés en arrêt de travail. En cas de faux arrêt, l'employeur pourra donc sanctionner le salarié fautif. L'idée, vous l'avez compris, c'est de dissuader les salariés qui voudraient prendre un arrêt un peu abusif. Cette fraude aux arrêts de travail, elle coûte cher ? Oui, en tout cas, c'est ce qu'affirme la rapporteure générale de la Commission des affaires sociales, Elisabeth Doineau, au Sénat. En 2023, dit-elle, les faux arrêts de travail représentaient un préjudice de 7 millions d'euros. 7 700 000, pour être tout à fait précise, pour l'assurance maladie, contre 5 millions d'euros en 2022. Par ailleurs, les dépenses liées aux arrêts maladie hors Covid, soyons précis, ont augmenté de 52% depuis 2015, ce qui préoccupe à la fois la Caisse nationale d'assurance maladie et la Cour des comptes. Précisons tout de même que ces dépenses prennent en compte les indemnités liées aux congés maternité, aux maladies professionnelles ou aux accidents du travail. Et ce n'est pas la seule mesure que le Sénat et le gouvernement envisagent de prendre pour faire des économies. Non, effectivement, le gouvernement veut aussi abaisser le plafond du remboursement des arrêts maladie. Aujourd'hui, le salaire qui est pris en compte pour calculer l'indemnité journalière que va percevoir le salarié en arrêt est plafonné à 1,8 fois le SMIC. L'idée, c'est de passer d'1,8 à, vous le voyez, 1,4. Autre mesure, passer de 1 à 3 jours de carence pour les fonctionnaires. Le gouvernement veut aligner le public sur le privé. D'après un récent rapport, cela permettrait d'économiser 289 millions d'euros par an. Merci beaucoup, Fanny. Sandra Wabian, je reviens vers vous parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, mais quand on pense qualité de travail ou dureté des conditions de travail, on pense spontanément au métier manuel. Sauf que ce ressenti des Français, c'est aussi sur des métiers de service. Je veux bien que vous détailliez ça. Oui, notamment, ce qui a augmenté, c'est la pression à répondre à des clients rapidement. On le voit bien avec les services du quart d'heure, où il faut pouvoir maintenant... il y a des sociétés qui se sont positionnées sur le fait de pouvoir vous livrer vos courses dans un quart d'heure. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui livre les courses dans le quart d'heure et qui donc est minuté. Et on a 55% aujourd'hui des salariés qui doivent répondre à des demandes dans l'heure. Donc qui ont une pression assez importante. C'est une augmentation assez forte par rapport aux années 80. C'est vrai qu'on est dans une société de jugement permanent aussi. On note tout. Exactement, on a des notes. Avec les réseaux sociaux, les sites de tourisme, que ce soit un restaurant, un hôtel, etc. Et à ça doit s'ajouter sur certains métiers de service le sourire. C'est-à-dire qu'en plus, vous devez paraître forcément... C'est plus sympa pour le consommateur, mais bref. C'est vrai que c'est une pression pour bien celui sûr, qui travaille. Mais il peut y avoir les gens qui sont téléopérateurs, il y a des moments où ils sont fatigués, comme tout le monde, et donc il faut pouvoir, c'est ce qu'on appelle en fait une forme d'attention au public. Et ça, c'est dans les métiers du care aussi, par exemple, quand on s'occupe des personnes âgées, des enfants. Donc il y a beaucoup de métiers, les métiers des services, il y a beaucoup de métiers qui sont aujourd'hui poussés par ces pressions. Mais par rapport à cette augmentation des arrêts maladie dont vous faisiez l'écho, en fait, le gros phénomène, c'est l'augmentation des arrêts longs. Il y a des arrêts maladie, donc il n'y a que 6% des arrêts qui sont des arrêts de longue durée, mais ils pèsent pour 45% des montants. Alors on peut se dire, oui, mais quand les gens ont des arrêts longs, forcément, c'est qu'on ne peut rien faire d'autre. En fait, il y a
possiblement des choses à faire, et notamment dans tout ce qui est prévention, formation, adaptation des postes. Donc, par exemple, vous avez des métiers qui sont très pénibles. Par exemple, vous êtes cariste, vous devez porter des... peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que l'employeur pense aussi à vous positionner sur un autre type de poste, ou bien à adapter le poste quand c'est possible pour pouvoir soulager vos difficultés. Et donc, ça, c'est aussi des choses que peut faire l'entreprise pour essayer de limiter ces arrêts longs. Ouais. Sophie, vous vouliez intervenir? Oui, juste tout à l'heure pour dire qu'effectivement, il y avait en tout cas dans le gouvernement cette prise de conscience de la nécessité d'améliorer les questions de qualité du travail, mais de santé au travail aussi. Et c'est pour ça, on a vu dans Liaison sociale récemment, la ministre du Travail, Astrid Panosyan, lancer l'idée qu'il y aurait un grand plan 2025. Alors, qu'est-ce qui en sortira? On ne sait pas. En tout cas, l'idée, c'est de travailler mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Et donc, de faire digérer d'une certaine façon ces heures supplémentaires. Monique Lubin, est-ce que vous avez le sentiment que là, on prend encore cette question par le prisme peut-être un peu idéologique finalement? Chasse aux fraudeurs, chasse aux faux arrêts de travail. Alors etc., la chasse aux fraudeurs, il faut la faire, parce que là vous avez cité un chiffre, en commission des affaires sociales on nous en donne d'autres, la fraude aux prestations de sécurité sociale notamment, qui émane pour une partie importante des professionnels de santé, même si je veux absolument pas dire, mais bon, c'est un fait, voilà. La part la plus importante de cette fraude, ce sont les professionnels de santé, et pas les malades eux-mêmes. D'accord. Oui. Important de le dire. Oui, voilà. Et quand on parle fraude sociale, moi j'ai toujours l'impression que c'est connoté. Alors peut-être que c'est une mauvaise impression que j'ai, mais dans l'esprit quand même des citoyens, c'est connoté. C'est-à-dire qu'il y aurait dans ce pays des profiteurs et des gens qui tricheraient pour avoir un certain nombre de prestations. Bon, la fraude, elle existe et elle est diverse, elle est variée et elle n'émane pas que du salarié, du chômeur, loin de là. Voilà, je pense que les chiffres... Après, moi, ce qui m'interpelle, c'est quand, finalement, on part d'un constat et on arrive à une conclusion qui est de baisser le remboursement des arrêts maladie. Alors ça, vraiment, ça me pose une question, enfin, la prise en charge des arrêts maladie. Parce que c'est ce qui a été décidé là. Ça veut dire qu'on est malade, parce que quand même, la plupart des gens qui sont en arrêt maladie sont malades. Je voudrais quand même qu'on le dise. Ce sont tous des fraudeurs, évidemment. Personne ne dit ça sur ce plateau. Et donc, on est malade. Et en plus, on va être pénalisé parce qu'on sera moins bien indemnisé. Et de la même façon que ce que je disais tout à l'heure sur le jour de solidarité, lorsqu'on travaille dans une grande entreprise, un grand groupe, on peut avoir des conditions de prise en charge par l'entreprise qui sont favorables. Mais lorsqu'on travaille dans une PME, chez un artisan, ça n'est pas toujours le cas. Ça peut être le cas, mais ça n'est pas toujours le cas. Ça peut être le cas, mais ça n'est pas toujours le cas. Et on peut se retrouver dans une situation financière compliquée, parce que quand on a un salaire qui est juste au-dessus du SMIC, eh bien, souvent, on ne se paie pas une complémentaire arrêt maladie. Voilà. Pour conclure, Éric Delannoy, c'est presque philosophique, quoi. Est-ce que le travail grandit ou détruit ? Non, mais c'est ça le débat, finalement. Oui, alors et puis ça dépend dans quelles conditions. C'est-à-dire que ça dépend lequel. Ça dépend quel travail. Quand on parle de fantasmes sur les fraudeurs, moi je dis qu'il y a les mêmes fantasmes sur les entrepreneurs et sur les chefs d'entreprise, qui sont tous des gens qui veulent maltraiter les collaborateurs, qui gagnent plein d'argent, à qui on fait plein de cadeaux. Mais en fait, non, mais je veux dire, on entend ça parfois. On entend ça parfois quand même. Donc Impact France qui regroupe des entrepreneurs responsables, dont on fait partie nous, on porte des solutions pour améliorer les conditions de travail. Mais les conditions de travail, ça touche au portefeuille, ça touche à la répartition de la valeur. Donc c'est moins une question philosophique qu'une question économique de savoir est-ce qu'on a envie de gagner moins quand on est une entreprise pour gagner plus longtemps avec des salariés plus heureux. Il y a toute une frange des entrepreneurs qui ont décidé que oui, ceux-là, il faut les écouter. Ils ne sont pas tellement écoutés, en fait. Mais de même que vous avez dernier mot, le débat se termine. Allez-y. Vous avez une frange des entrepreneurs, moi j'en ai entendu, qui trouve que l'idée d'augmenter la durée du temps de travail, de casser les 35 heures, ce serait idiot.
J'ai entendu Monsieur Leclerc le dire sur le plateau de France 2 il n'y a pas très longtemps. Bon. Voilà, donc ça, tout se discute. C'est une idée évoquée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui proposait de revenir éventuellement sur les 35 heures. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Sandra Wabian, votre livre « La mosaïque française, comment refaire société » aujourd'hui, publié aux éditions Flammarion. Je vous dis à bientôt sur l'antenne de Public Sénat.